Donc je viens vous parler d'un travail que je viens de mener au travers d'un livre qui s'appelle « Nous ne sommes rien, soyons toutes, histoire de femmes en lutte et de lutte féministe ». Ça s'accompagne d'une exposition dont j'étais la commissaire, alors j'aime pas, il n'y en a pas beaucoup d'autres, éventuellement curatrice, commissaire scientifique, une exposition qui a lieu à Angers, qui s'appelle « Les femmes sont dans la rue », et donc c'est tout à fait lié avec ce que tu viens de dire Anaïs aussi sur des mobilisations, des luttes, vraiment une histoire de lutte puissante, d'intelligence collective par-delà le temps, en fait, depuis la Révolution française. Donc ça, c'est voilà, pour vous donner une petite idée et aussi peut-être une envie d'aller la voir, cette exposition. On peut la voir jusqu'au 22 juin. Elle est gratuite, accessible à tous et toutes. Et donc, pour commencer, en fait, à vous présenter les enjeux, bon, c'est difficile de ne pas parler, quand on fait de l'histoire, des féminismes, de cette pionnière, même s'il y en a eu beaucoup d'autres en réalité, et je parlerai d'elle, Michel Perrault, qui dans un de ses derniers livres, Le temps des féminismes, fait cette jolie métaphore qui m'a beaucoup plu, et donc je voulais vous la citer parce qu'elle me semble assez poétique. Donc voilà, comme vous voyez ici, il est dans le féminisme que, comme de l'astronomie, grâce au progrès des techniques d'observation, on n'en finit pas de découvrir de nouvelles étoiles. Et c'est vrai, en fait, on a l'impression parfois, quand on travaille sur l'histoire des femmes, du féminisme, qu'on a à peu près tout dit sur le sujet, et en réalité, quand on se plonge vraiment dans les sources très diverses, on s'aperçoit qu'il y a encore énormément à dire, à découvrir, et que ces femmes, en fait, elles nous donnent vraiment de la force, elles nous donnent du courage, elles nous donnent, par leur ténacité, en fait, elles nous donnent l'envie de ne pas baisser les bras, de ne pas baisser les yeux. Et je voudrais introduire justement aussi ce propos avec la théoricienne et militante féministe, astroféministe Bell Hooks, qui nous dit que justement tout le monde peut être féministe, et avec cette manière de dire, voilà, venez et venez voir comme le féminisme peut toucher et changer vos vies et nos vies. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire au travers d'une sorte de panorama historique. Alors, le premier moment qu'on peut aborder, c'est celui de la Révolution française. Alors c'est vrai qu'on a toujours tendance à l'associer à Olympe de Gouges. Voilà, en gros, on se dit, voilà, c'est elle qu'on connaît. Bon, et je vais revenir un petit peu pour nuancer la place de cette figure, mais surtout citer d'autres pratiques beaucoup plus collectives que celles des simples figures individuelles. Essayer aussi de faire vivre des femmes qu'en général on connaît moins, et qui ont pourtant été de grandes combattantes pour la justice, pour l'émancipation. Donc ce qui est frappant d'emblée, ce qu'on peut se dire et qui va servir aussi de fil directeur, c'est que en fait ces femmes, elles ne se battent pas uniquement pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Elles se battent pour une véritable émancipation. Elles se battent pour la justice et elles se battent pour des droits qui ne soient pas simplement des droits abstraits. Et elles veulent des vies heureuses, mais aussi des vies libres. Et donc ça suppose en général pour elles de s'intéresser à d'autres types de combats, les combats anti-esclavagistes, les combats anticolonialistes, antiracistes, ou encore souvent les formes de lutte de classe, le rapport au prolétariat. Et donc, dès la Révolution française et dès le 14 juillet 1789, ces femmes, elles sont très présentes dans la prise de la Bastille, par exemple. On les retrouve dans les archives, on le voit ici dans cette lithographie. Et ce qu'elles disent, pour certaines, évidemment, souvent elles sont minoritaires. Bien sûr, je vais vous parler de femmes qui ont été en quelque sorte à la pointe de lutte radicale. Donc radicale parce qu'elles vont vraiment à la racine de systèmes de domination, de systèmes oppressifs, et si en tant qu'elles vont à cette racine, que leur combat est bien plus vaste que le seul combat féministe, même si à cette époque le mot n'existe pas, j'y reviendrai. Donc elles disent, oui, elles disent, ouais, les droits de l'homme, c'est aussi, sont aussi les nôtres. Et donc, par exemple, il y a cette journée assez exceptionnelle du 5 octobre 1789. En général, on la voit un peu comme une journée matricielle de l'engagement non seulement social, mais politique des femmes. Et à chaque fois, elles vont entremêler les deux aspects. Parce qu'avant la Révolution française, on les retrouvait, ces femmes, bien sûr, dans tous les soulèvements populaires, les insurrections, les rébellions. Et souvent, ces femmes, elles étaient des bouts de feu, ce qu'on appelait des bouts de feu, c'est-à-dire qu'elles étaient en tête des cortèges, en tête des marches. Et c'était aussi, parce qu'elles menaient parfois vraiment avec un élan, avec beaucoup d'allant et d'enthousiasme ces mobilisations. Et dans une autre mesure, c'était aussi une manière de protéger relativement les cortèges populaires des forces de l'ordre. Bon, ça n'a jamais empêché en réalité les forces de l'ordre en question de tirer parfois sur la foule, même quand il y avait des femmes.
Mais la singularité de la Révolution française, ce qui va faire que le moment est très particulier, avec notamment cette marche, et ce sont des femmes du peuple, hein, c'est avant tout des femmes du peuple qui se mobilisent, et ce pendant des décennies, tel qu'on va le voir. C'est d'abord les catégories populaires, c'est que là, elles vont dire à la fois on réclame du pain, on réclame des subsistances, on réclame des denrées alimentaires, on réclame la justice sociale, mais on réclame aussi des droits qui soient des droits concrets. Et donc par rapport à ce que disait tout à l'heure Anaïs, on va pouvoir revenir sur une perspective matérialiste. Eh bien oui, elles sont matérialistes même avant la lettre et avant Marx, j'y reviendrai. Et notamment une des formules importantes qui courent parmi elles, c'est que voilà, les grands ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Donc voilà, ils se proposent vraiment de se lever, de se soulever et de s'insurger pour que, encore une fois, ces droits proclamés, les droits de l'homme, eh bien, ne soient justement pas artificiels, superficiels. Ça n'est pas du tout évident pour la plupart des dirigeants révolutionnaires de cette époque, et je dirais même les plus révolutionnaires de chez révolutionnaires, hein, par exemple Marat, donc on peut difficilement en faire plus radical à cette époque dans le camp révolutionnaire que Marat. Eh bien voilà, vous voyez, dit clairement, il exclut d'emblée les femmes de la chose politique, du bien commun. En fait, et là, bien sûr, on va considérer la question politique comme l'espace du commun, l'espace de la cité, l'espace où on décide et on délibère pour nos vies, pour notre manière de travailler, pour notre manière d'exister au quotidien, pour notre manière d'être solidaire. Et donc, il a une conception qu'on pourrait nommer familialiste. Familialiste, c'est-à-dire que, voilà, ben non, les femmes, c'est pas la peine qu'elles prennent part à cette vie de la cité, et notamment qu'elles votent. On va le voir, hein, pour ces femmes, la citoyenneté active, c'est pas seulement le fait de voter, hein, loin de là. Mais en tout cas, voilà, lui, il est familialiste, parce qu'il dit, bah non, ça sert à rien qu'elles votent, puisque leur mari vote. Et ça, c'est une conception qu'on va trouver pendant très longtemps, et jusqu'à cette heure, jusqu'aux années même 1970 en Europe, parce que le dernier pays européen où les femmes ont arraché le droit de vote, c'est la Suisse, en 1971. Bah, c'était ça aussi, hein, les arguments en Suisse, c'était que non, les femmes, il fallait qu'elles restent bien tranquilles, s'occupent pas de politique parce que ça allait les abîmer en fait, abîmer leur joli front, comme on le disait aussi sur la Révolution française, et c'était les hommes qui votaient, mais en gros qui votaient pour toute la famille. Donc en fait, il y a très peu d'hommes qui soient véritablement féministes, même si ce mot n'existe pas. Le seul qu'on puisse véritablement citer parmi les philosophes des Lumières et de la Révolution française, c'est Nicolas de Condorcet, avec un texte qui a vraiment beaucoup marqué, qui a été beaucoup diffusé à cette époque et qui revendiquait vraiment une égalité des droits. Mais, et là ça va aussi aller dans le sens de ta présentation sur la dimension matérialiste de nos luttes, en fait, lui, Condorcet, bon, il est assez idéaliste, d'accord? Il lutte pour des droits d'individus qui sont somme toute abstraits. Mais il ne réfléchit pas beaucoup aux conditions sociales, aux conditions matérielles de possibilité, justement, pour que ces droits ne soient pas simplement des droits civiques sans prise sur la société. Et en plus, comme vous le voyez à cette formule, bah, il est aussi ce qu'on va nommer, mais tout ça c'est pas des mots de l'époque, hein, mais ce qu'on pourrait nommer différentialiste. Différentialiste, c'est-à-dire que, ah oui, bah, les femmes, elles sont comme ci, les hommes sont comme ça, les femmes ont des qualités, des vertus spécifiques, singulières, particulières, etc. Notamment, bah, elles sont douces, elles sont supérieures dans les soins domestiques, etc. Donc, elles vont pouvoir apporter quelque chose de singulier à la société. Et c'est pour ça qu'il faut aussi leur accorder le droit de vote. Et donc ça, évidemment, c'est pas une conception qui est partagée par la plupart des femmes dont je vais vous parler. Et cette femme-là, eh bien, c'est la femme de Nicolas de Condorcet, Sophie de Grouchy. Mais en réalité, moi, je serais plutôt tentée de dire l'inverse. C'est-à-dire que c'est Nicolas de Condorcet qui est le mari de Sophie de Grouchy. Et c'est un gros problème qu'elle soit pas plus connue, parce qu'elle est exceptionnelle. Et là aussi, ça fait vraiment le lien avec ta présentation, Anaïs. Pourquoi? Parce que Sophie de Grouchy, bah, elle est aussi philosophe. Elle a épousé Condorcet, il y a une différence d'âge importante. Elle était toute jeune quand ils se sont mariés. D'ailleurs, elle est très opposée au mariage. C'est vraiment une révolutionnaire incroyable, hein, vraiment très radicale. C'est une démocrate, mais de démocratie au sens vraiment social et émancipateur du terme. Pour elle, il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas
de justice sociale. Pour elle, il n'y a pas de démocratie si il y a toujours des inégalités de fortune, s'il y a des injustices systémiques. Et donc c'est incroyable parce que c'est vrai qu'elle est noble, comme vous voyez, Sophie de Grouchy, donc dite aussi Sophie de Condorcet, mais elle est opposée, alors complètement opposée au mariage en tant qu'institution justement patriarcale. Et puis on peut considérer qu'elle est matérialiste quant à elle, à la différence de son mari, parce que elle, c'est vraiment hors de question pour elle d'entériner des arguments du genre oui, il faut donner des droits aux femmes parce qu'elles sont douces et qu'elles sont gentilles et qu'elles sont bienveillantes. Non, pas du tout. C'est des droits. Et les droits, comme le diront beaucoup de féministes, les droits, on ne les mendie pas. Hein. On combat pour ces droits, mais on ne les mendie pas. On n'attend rien de la charité, on n'attend rien de la philanthropie, et on se bat, y compris vis-à-vis des pouvoirs en place. Mais elle est matérialiste aussi parce que, voilà, elle dit, d'accord, c'est important de donner des droits, notamment par exemple le droit de vote. Et comme j'ai commencé à vous le dire, je vais y revenir, le droit de vote, c'est pas l'essentiel de ce qui fait la vie politique à leurs yeux. Mais elle le demande, mais elle dit, mais en fait, d'accord, mais tant qu'il y aura, encore une fois, des inégalités vertigineuses, et notamment pour les femmes des catégories populaires, eh bien, ces droits resteront complètement sans consistance, sans véritable cohérence. Donc, elle est vraiment très impressionnante pour son époque. C'est pour ça que, il me semble d'ailleurs, vraiment, à la lire vraiment de près, que c'est elle qui a contribué à influencer largement Condorcet et qui peut expliquer qu'il ait été un des seuls à avoir été féministe avant le mot. Alors, évidemment, on connaît Olympe de Gouges, et c'est toujours elle que l'on associe au rapport entre femmes, féminisme et Révolution française. Et d'ailleurs, elle était déjà féministe avant même le déclenchement de la Révolution, puisqu'en 1788, elle écrivait déjà dans ses lettres patriotiques que voilà, il y a un sexe trop longtemps opprimé et qu'il faut se battre pour les droits de ce sexe. Mais comme on va le voir, par rapport aux autres femmes révolutionnaires qu'on peut considérer comme féministes, il y a quand même des divergences importantes. Et bien sûr que, en fait, l'histoire qu'on peut se raconter ce soir, c'est aussi une histoire de clivage, c'est aussi une histoire de désaccord, de différence d'appréciation. Faut pas s'imaginer, bien sûr, que les féministes, enfin, on le sait très bien aujourd'hui, on va pouvoir revenir éventuellement dans la discussion, mais il y a des clivages importants sur le rapport à la société. Par exemple, Olympe de Gouges, en fait, elle est pour le suffrage censitaire, c'est-à-dire elle est pour le suffrage fondé sur la fortune. Bon, vous voyez, rien à voir avec Sophie Grouchy dont je viens de vous parler. En fait, la question de la justice sociale, la question des conditions sociales n'intéresse pas Olympe de Gouges. Et d'ailleurs, sa fameuse déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui est évidemment un texte très important, nous on le connaît, mais à l'époque il n'était pas du tout connu, hein. Il a été diffusé à peut-être 4 ou 5 exemplaires seulement en septembre 1791, donc quand elle l'a publié. Et donc septembre 1791, c'était déjà après la fuite de la famille royale, son arrestation à Varennes, les accusations populaires de trahison à l'égard du roi et de la reine. Et pourtant, Olympe de Gouges, elle dédie ce texte à Marie-Antoinette. Et donc, ça crée des décalages par rapport à d'autres féministes révolutionnaires que j'évoque également. Alors, bien sûr, hein, dans ce texte... Dans ce texte, voilà, elle s'adresse aux hommes et de quel droit, voilà, t'imagines-tu opprimer mon sexe, hein, au sens où nous on dirait mon genre. Donc elle veut être une femme forte, dit-elle. Bon alors, ça nous fait penser peut-être que, enfin, je sais pas si ça vous fait penser à Léa Salamé, moi ça me fait penser à Léa Salamé, l'idée d'être une femme puissante, vous voyez, là, des femmes puissantes. Donc en fait, moi les femmes il ne s'agit pas de dénigrer Olympe de Gouges, vous voyez, mais en fait, moi ce qui m'a beaucoup intéressée dans la trajectoire et les mots, dans la trajectoire de certaines femmes féministes, et bien sûr on reviendra sur les luttes LGBTQIA+, et dans les formes collectives de mobilisation, c'est justement cette articulation entre différentes luttes sociales, et notamment un rapport à l'exploitation, un rapport plus général à l'oppression.
Donc en fait, c'est un peu dommage qu'on retienne de cette période seulement la figure d'Olympe de Gouges et pas tant d'autres femmes, notamment des femmes du peuple, qui parfois ne savaient ni lire ni écrire, mais ont participé par d'autres formes que l'écriture à des mobilisations très très importantes, des ouvrières de chocolaterie, des femmes justement des commerçantes, des artisanes, etc., comme c'est le cas par exemple de Reine Audu, ou encore, elle est un peu plus connue, Théroigne de Méricourt. Et Théroigne de Méricourt, comme Pauline Léon et d'autres, eh bien, elle voulait, pour elle, la citoyenneté, encore une fois, c'était très vaste. C'est pas le droit de vote simplement. Et ça nous fait bien sûr réfléchir à cette question. Parce que pour elle, c'est pouvoir décider, pouvoir délibérer, pouvoir se réunir en assemblée, en section, pouvoir organiser des rassemblements, des manifestations, pétitionner et interpeller le pouvoir pour qu'il mette en place véritablement les réformes qu'il promet. Et c'est là aussi d'une de ces femmes que j'aime particulièrement, qui s'appelle Claire Lacombe. Et Claire Lacombe, justement, c'est une militante révolutionnaire vraiment radicale, très féministe. Et pour son combat, elle se retrouve régulièrement en prison. Elle a fait plusieurs mois de prison, notamment après la chute de Robespierre, entre 1794 et 1795. Et vous voyez dans les archives, par exemple, on peut retrouver sa correspondance. Et elle signe toujours « Votre concitoyenne Lacombe, femme libre ». Même quand elle est en prison comme ça, elle se considère toujours comme une militante de la liberté. Et elle-même, elle estime que jamais on ne la privera de cette liberté, même quand on en fait. Donc, le seul député de la Convention qui accepte de se mobiliser pour les droits des femmes, le voilà, en fait. Donc Pierre Guillaumard, qui écrit un texte, justement, pour pointer du doigt la contradiction fatale, la contradiction fondamentale, cruciale, qui va faire réfléchir énormément sur les droits, sur l'abstraction aussi, éventuellement, d'une déclaration qui est en effet une déclaration jugée immortelle, mais avec une mortelle exclusion, puisque les femmes donc en sont exclues. Mais c'est vraiment le seul. Alors pour clore ce premier aspect sur le moment révolutionnaire, on ne peut pas parler de cette époque révolutionnaire qui est à cheval sur la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, sans parler de ces femmes incroyables qui ont été des combattantes de la lutte à la fois contre l'esclavage, contre l'impérialisme de l'époque, contre toutes les formes de colonisation, qui étaient des esclaves, parfois des esclaves affranchis, comme c'est le cas de Solitude en Guadeloupe, qui va affronter les troupes françaises de Bonaparte. Et d'ailleurs, souvent, elle est représentée Solitude enceinte, puisque elle va être arrêtée, condamnée à mort, et être exécutée en 1802 au lendemain de son accouchement. Vraiment dans des conditions extrêmement tragiques. Mais il faut parler de bien d'autres femmes qui ont participé notamment à cette incroyable révolution. On ne peut pas parler de cette période révolutionnaire sans citer voilà, ce qui a été une révolution phénoménale, c'est-à-dire la révolution haïtienne, et notamment Sanité Belair. Alors, vous voyez, nous, dans notre vocabulaire d'aujourd'hui, on dirait la subversion des rôles de genre. Parce que, en fait, ces femmes, souvent, oui, elles veulent prendre les armes, par exemple. Elles estiment qu'il n'y a pas de raison qu'on les exclue du droit de prendre les armes, du droit à l'autodéfense, du droit à la défense armée de la révolution. Donc, on va les retrouver souvent armées, ces femmes, ces féministes radicales. C'est le cas aussi de Cécile Fatiment, par exemple, et d'autres encore dont on a malheureusement, évidemment, souvent pas de traces, pas de portraits de l'époque, comme Claire Heureuse, par exemple, pendant la Révolution haïtienne. Donc elles ont joué un rôle majeur, et c'est d'autant plus important de parler d'elles. Sanité Belair, qui a été sergente, qui a été lieutenante dans cette armée autoconstituée par les esclaves de Saint-Domingue, qui est devenue la première république noire en Haïti. C'est d'autant plus important de les évoquer et de souligner leur rôle que même aujourd'hui dans l'histoire d'Haïti, elles sont assez silenciées. Elles sont quand même souvent invisibilisée. Par exemple, Claire Heureuse était la femme de Jean-Jacques de Salive. Voilà, c'est parfois uniquement comme épouse qu'elle est connue, alors qu'en fait, elle a joué un rôle vraiment très important. Donc ça, c'est pour le premier moment sur la période de la Révolution française et la Révolution haïtienne.
Si on passe à ce 19e siècle qui a été non seulement le siècle d'autres révolutions fondamentales, mais aussi le siècle de la constitution d'un mouvement ouvrier en tant que tel, d'un mouvement aussi anticolonial, et bien sûr anti-esclavagiste, puisque comme vous le savez, Napoléon Bonaparte a rétabli l'esclavage. Ben voilà, ces femmes, on va les retrouver. En tout cas, certaines d'entre elles. Comme vous l'aurez compris, moi je m'intéresse à la question de la radicalité dans les féminismes. Et donc l'articulation entre ces luttes féministes et d'autres mobilisations, notamment celle du mouvement ouvrier. Donc ces femmes, on les retrouve sur les barricades. Et dans les archives, on trouve aussi le fait que beaucoup de femmes ont été blessées, parfois grièvement blessées, voire tuées sur les barricades. Par exemple, celle de 1830, comme vous voyez ici, ou celle de 1848, lorsque le suffrage dit universel a été proclamé avec la Seconde République, mais les femmes en ont été exclues et on va voir leur lutte. C'est le moment, bien sûr, où se constituent les courants socialistes. Donc, le socialisme, c'est pas au sens de François Hollande, vous imaginez bien. Oh, bon, pardon. Oh, oui. Pardon, je peux choquer personne. Je devrais être trop facile. Donc, non, le socialisme, c'est une vie qui sort de ce qui est pensé à cette époque, évidemment, comme déjà l'emprise de la loi du capital, de la loi du profit, de la loi du marchandise, même s'il n'y a pas encore forcément, avant Marx, de théorisation du fonctionnement systémique du capitalisme, mais en tout cas, les socialistes d'avant, les pensées collectivistes, etc., sont déjà pour des formes de socialisation des moyens de production. Donc là, c'est le cas, par exemple, des Saint-Simoniennes. Les Saint-Simoniennes, dont on parle en général beaucoup moins que des Saint-Simoniens, elles ont joué pourtant un rôle majeur, justement, dans l'entremêlement de la lutte pour les droits des femmes, l'égalité véritable entre les femmes et les hommes. Et souvent, ce sont elles-mêmes des ouvrières, des autodidactes, comme c'est le cas de Suzanne Voiquin, qui était une ouvrière de la culture et qui s'est ensuite formée à différents aspects. Donc, par exemple, voilà, elle n'hésite pas à créer avec d'autres de ses camarades, de ses sœurs de lutte, comme elle les appelle, des journaux, toutes sortes de supports, avec des contrastes, avec des paradoxes, et des contradictions qu'il faut mentionner, justement. Comme je vous le disais tout à l'heure, là, c'est pas une histoire lisse, c'est pas une histoire qu'on a envie de polir ou de polisser dans tous les sens du terme. Parce que, par exemple, Suzanne Voiquin, donc elle lutte pour la justice, pour l'émancipation, pour des propriétés communes, des propriétés qu'aujourd'hui on appellerait des propriétés d'usage, des propriétés collectives d'usage, et non pas des propriétés lucratives qui cherchent absolument à faire de l'argent et du profit à partir de la possession. Elle est aussi anti-esclavagiste, Suzanne Voiquin, et elle est vraiment en soutien à ces luttes que je viens de mentionner, avec notamment Solitude ou Sanité Belair. Mais d'un autre côté, les Saint-Simoniennes et Saint-Simoniens, ils n'ont pas véritablement réfléchi à la matrice prédatrice du colonialisme. Par exemple, elles se disent, mais en fait, si on veut réaliser le socialisme, des espaces où on va se débarrasser de la pieuvre du capital, du profit, tiens, on a des espaces, par exemple, en Algérie, et par exemple en Égypte aussi. Suzanne Voiquin, elle séjourne assez longtemps en Égypte. Et là, c'est vraiment intéressant parce que d'un côté, et assez terrible bien sûr, d'un côté, elle est incroyablement émancipée, y compris sur la question du rapport au corps, du rapport à la sexualité, le refus justement de l'institutionnalisation par le mariage. Mais d'un autre côté, elle ne peut pas s'empêcher d'être pétrie de préjugés racistes en fait à l'égard des femmes arabes qu'elle rencontre en Égypte. Et elle-même, elle se rend compte en fait de cette contradiction. Elle essaie quand même d'y travailler, mais voilà, il y a, évidemment, voilà, c'est ces contradictions-là qui sont aussi intéressantes pour nos luttes encore aujourd'hui. Et ces féministes-là, comme les Saint-Simoniennes, eh bien, évidemment, elles vont aussi prendre part à l'émergence du mouvement ouvrier constitué. Donc c'est le cas, pas très loin d'ici, d'ailleurs, à Lyon, lors des grandes insurrections des Canuts, en 1831, en 1834, et donc avec la constitution d'une presse entièrement prolétaire. C'est la première fois qu'il y a des journaux vraiment écrits uniquement par des prolétaires, qui se sont formés là aussi dans une forme autodidacte. Et c'est intéressant parce que l'écho de la fabrique, justement, va donner la parole, va donner de la place systématiquement dans leurs journaux, dans ces colonnes,
à des féministes. Voilà, comme Eugénie Liboyer, par exemple, qui est vraiment une grande combattante à la fois de la lutte de classe et du féminisme, et qu'on va retrouver notamment luttant pour le droit de vote des femmes, mais pas seulement, comme vous l'aurez compris. Ou Flora Tristan. Alors Flora Tristan, figure absolument exceptionnelle également, parce que voilà, tout à l'heure on discutait avec quelques-uns de, par exemple, réseau salariat, etc. Moi, je pense que Flora Tristan aurait fondé une espèce de réseau salariat avant la lettre, une espèce de sécurité sociale avant la lettre. Elle est incroyable de ce point de vue, parce qu'on est avant, c'est les années 1830-1840, donc on est avant le manifeste communiste, on est avant, bien sûr, avant la constitution de l'Association internationale des travailleurs, hein. Mais Flora Tristan, en fait, ce qu'elle veut, c'est déjà dire que voilà, il n'y a pas de révolution possible sans les femmes. Donc elle nous dit, voilà, elle rapporte le degré de civilisation à la place de l'indépendance des femmes. Pour elle, c'est un critère. Et elle parle des femmes comme des prolétaires des prolétaires. Elle s'interroge en fait sur l'exploitation spécifique des femmes, y compris comme prolétaires, une sorte de redoublement d'exploitation, qui sera bien sûr théorisé plus tard avec la question du travail productif d'un côté et du travail reproductif de l'autre, mais dans les années 30 et 40 du 19e siècle, elle est déjà extrêmement à la pointe de cette réflexion. Elle voyage beaucoup, Flora Tristan, et elle dit qu'il faut constituer la classe ouvrière. Constituer la classe ouvrière, c'est tout ce que Marx aurait dit de la classe pour soi, pas seulement la classe en soi, mais la classe pour soi, une classe qui soit vraiment consciente d'elle-même et qui s'organise. Et là aussi, un mot-clé, ça va être la question de l'autonomie. L'autonomie des femmes comme telles dans leur lutte et l'autonomie de la classe qui ne veut pas avoir recours à la charité ou à la philanthropie. Et donc, pourquoi je parle de réseau salariat et du rapport à la sécurité? C'est qu'en fait, le projet de Flora Tristan, et c'est intéressant parce que là, vous voyez, c'est dans un de ses petits ouvrages, petit par sa taille, eh bien, elle fait tous les comptes parce qu'en fait, elle mobilise une énergie considérable pour récolter de l'argent et notamment des sortes de cotisations sociales. Et elle veut aussi montrer que elle publie les comptes pour montrer qu'elle ne touche pas un seul centime sur tout ça, parce qu'elle est d'une honnêteté sans borne. Et en fait, ce qu'elle veut, c'est justement inciter que nous avèlerons la sécurité sociale avec des cotisations complètement indépendantes du patronat, des organisations philanthropes et de l'État. Donc, pour notamment faire en sorte que les prolétaires aient leurs hôpitaux et leurs lieux de vie lorsqu'ils sont malades, leurs lieux de soins quand ils arrivent dans la vieillesse, etc. Donc, elle est vraiment très très impressionnante. Et aussi féministe avant la lettre, vous l'aurez compris. Donc ces femmes, elles s'organisent notamment pour réclamer le droit de vote, mais pas seulement. Parce que pour elles, la République telle que celle qui est proclamée en 1848, ça sera véritablement une République à leurs yeux quand elle sera sociale et universelle. Ça, c'est vraiment l'expression qui parcourt cette période, notamment de l'après-proclamation de la Seconde République. Et donc, par exemple, vous voyez une George Sand, qui est souvent considérée, je crois qu'il y a une série télé qui vient de sortir là sur George Sand. Bon, il paraît que c'est assez nul, mais je l'ai pas vu. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que c'est plein de contradictions aussi parmi elles. Parce que les féministes de l'époque, qui sont très liées au mouvement ouvrier, qui considèrent que, en fait, la véritable démocratie républicaine, ça sera une forme de démocratie directe, fondée sur des comités à la base, des réunions politiques et sociales à la base, dans les fabriques, dans les ateliers, dans les quartiers, dans les villages, etc. Donc, George Sand, elle est d'accord avec ça, en 1848. Elle changera complètement d'avis sous la Commune de Paris, mais en 1848, quand elle distingue en permanence, et c'est un autre trait commun de toute la période, c'est d'une part la légalité et d'autre part la légitimité. Ah oui, alors elles vont vraiment, par exemple, se présenter aux élections alors que c'est parfaitement illégal, mais elles se disent que c'est parfaitement légitime. George Sand, elle dit, mais si ce suffrage-là, tel qu'on l'organise, avec le poids des notables, avec le poids de la presse bourgeoise qui va dire comment il faut voter, il n'y a pas d'isoloir, enfin
tout le monde peut savoir qui vote, quoi, et puis les notables qui exercent une pression absolument considérable. Georges Sand dit, si ça nous donne, et ça a été le cas, si ça nous donne une assemblée qui sera finalement une assemblée bourgeoise, une assemblée parfaitement conservatrice, voire réactionnaire, qui ne donnera pas cette république à laquelle on aspire véritablement, on sera légitime à retourner sur les barricades. Ça, c'est le point de vue de Georges Sand en 1848. Rejoint pour cela par les Jeanne de Rouen, les Désiré Guay, les Eugénie Diboyer. Mais en revanche, le suffrage des femmes, ça n'intéresse pas du tout Georges Sand. Et quand ces féministes vont aller lui proposer, justement, étant donné sa popularité, étant donné son charisme, de se présenter aux élections de l'après 48, elle va dire non, moi je pense que c'est pas du tout une priorité. Et ça, on va pouvoir s'interroger parce qu'on va le retrouver. Donc en tout cas, vous aurez compris que y a un lien étroit entre cette naissance du féminisme organisé et la naissance aussi de la classe ouvrière constituée avec, par exemple, un autre des journaux de l'époque. Voilà. Et notamment donc, des ouvriers militants révolutionnaires qui, comme on le voit ici, disent que voilà, y a un tabou, il y a un oubli fondamental, et c'est celui du droit des femmes. Voilà, je laisse découvrir ça sur l'abrutissement qui nous tient dans les fers, tant que nous n'aurons pas la conscience, tant que nous resterons aveuglés par ce pan. C'est un peu comme nous aujourd'hui, hein, sur plein de luttes. Je vais citer par exemple, si ça nous fait penser, je trouve dans les milieux engagés, que sans doute pour la plupart nous formons, des pans qui sont pas assez pensés et à fortiori pratiqués. Exemple sur la question de l'antivalidisme. Moi, je trouve que c'est un peu comparable parce que c'est quelque chose qui est pas encore assez incorporé dans nos luttes, même si heureusement ça commence à l'être. Mais c'est un peu ça. Alors, il faut aussi indiquer que on a de grandes figures masculines de l'anarchisme, par exemple, et vous voyez sans doute à qui je fais allusion, à savoir Proudhon, mais qui est une infamie en fait. Proudhon sur le plan du masculinisme, on dirait aujourd'hui, mais aussi d'ailleurs sur le plan du racisme. Alors je vais vous en dire deux mots de Proudhon et aussi de l'antisémitisme, oui, du racisme de manière générale, dont l'antisémitisme en particulier. Mais c'est pas le seul racisme dont il est affublé. Je vais vous en dire quelques mots au travers de cette femme qui, malgré ce que son nom pourrait laisser apparaître, Jenny Déricourt, n'est pas du tout une aristocrate. C'est une ouvrière, justement, autodidacte, elle aussi socialiste et révolutionnaire. Elle est devenue sage-femme également un peu plus tard. En fait, voilà, elle est extrêmement malicieuse, elle est extrêmement subtile, elle est très insolente, y compris frondeuse à l'égard des hommes. Elle a beaucoup d'humour et beaucoup de créativité. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans toutes ses luttes. L'humour, l'inventivité, la créativité, en plus de la subversion et de la transgression. Et notamment, elle critique, mais avec là aussi beaucoup de finesse et d'acuité, dans une plume très acérée. Je vous rappelle que tout ça, elle n'est pas allée à l'école. Hein. Voilà, tout ça, c'est appris sur le tas et avec des collectifs solidaires pour apprendre à lire ensemble. Elle critique justement tous ces grands messieurs, soit de l'histoire républicaine comme Michelet, soit de l'anarchisme comme Proudhon, qui en fait ne voit pas le problème à être à ce point misogyne, sexiste et inégalitaire. Et donc ça ne plaît pas du tout. Ça ne plaît pas du tout à Proudhon. Elle dit d'ailleurs à propos de ces hommes qu'il faut que le 19e siècle ait honte de ça, qu'il ait honte que c'est voilà, il faut faire honte au 19e siècle. Un peu comme on dit aujourd'hui, il faut que la honte change de camp, mais c'est vraiment ce qu'elle veut dire, Jenny Déricourt, à cette époque. Alors, vous imaginez bien que Proudhon, qui est vertement pris à partie dans les écrits de Jenny Déricourt, réagit, il est vraiment piqué. Et ce petit essai, La pornocratie, est vraiment calamiteux. Donc, d'une misogynie crasse. Alors, je vous donne quelques citations. Voilà, par exemple, elles sont excentriques, ridicules dans leur sexe, ce qu'elles déversent c'est uniquement de la bile. Je vais me relever un peu parce que je vois pas très bien. Elles sont complètement détraquées, évidemment. Leur cerveau est ulcéré, visiblement, elles sont malades. Et puis, c'est des poules, en fait, qui prétendent qu'elles vont essayer d'imiter le coq. Alors là, on retrouve d'ailleurs tous les traits de dépolitisation des enjeux qu'on va trouver tout au long des soulèvements populaires et des mouvements sociaux, animalisés, pathologisés, hystérisés,
voilà, associé à la folie. Et ça, bon, bah, évidemment, on connaît bien dans toutes nos mobilisations. Et ce qui est complètement effarant aussi dans le cas de Proudhon, c'est que du coup, il veut aller plus loin que Napoléon Bonaparte dans l'oppression des femmes. Dans ce texte, il dit, ah ouais, il y a quand même un problème que des femmes comme ça puissent se permettre d'écrire, et d'écrire sur nous les hommes. Et donc, le Code civil, c'est très bien, puisque en fait, le Code civil napoléonien, il oblige les femmes mariées à être obéissantes. Hein, les femmes mariées doivent être obéissantes à leur mari. Elles sont des objets de leur mari, elles appartiennent à leur mari. Mais aux yeux de Proudhon, de l'anarchisme, ça ne va pas encore assez loin. Ce qu'il dit, en fait, ce que ne prévoit pas le Code civil, c'est que les femmes puissent écrire, que les femmes puissent publier comme ça des libelles. Et donc, il faudrait prévoir justement des mesures pour les empêcher de nuire aux hommes, de nuire au pater familias, de nuire à la famille. Donc, c'est assez spectaculaire. Un troisième moment qu'on peut aborder, c'est celui de la Commune de Paris. Alors on avait déjà eu la chance de pouvoir en discuter il y a quelques années, grâce à Sabrina justement. Je vais vous en dire quelques mots au travers de ces questions d'articulation entre lutte de classe, mouvement révolutionnaire et féminisme, puisque les femmes jouent un rôle vraiment très important dans la Commune de Paris. Pas seulement comme allégorie, comme on le voit ici, avec, on voit la ville de Paris au premier plan, qui tend la main à Lyon, et Marseille arrive à l'arrière-plan, avec l'idée de constituer des communes autonomes, mais qui soient fédérées pour former cette république sociale et universelle à laquelle on aspire à cette époque. Mais les femmes, elles s'organisent vraiment de manière très très importante, très cruciale sur la commune. Elles s'organisent, par exemple, elles organisent des manifestations qu'on pourrait dire aujourd'hui en non-mixité choisie. C'était déjà le cas à certains égards dans certains mouvements de la Révolution française. Mais voilà, elles sont vraiment très mobilisées, et en particulier aussi sur la question du travail. Voilà. En même temps, ce sont plus des typos, mais du travail des femmes. Voilà. En fait, elles, pour la plupart, ce sont des femmes des classes populaires, ce sont des prolétaires, ce sont des ouvrières, ce sont des artisanes. Donc, je vous montre certaines d'entre elles parce que ça me semble important aussi de poser des noms sur ces femmes qui sont restées des inconnues de l'histoire, alors que pourtant, elles ont joué un rôle vraiment majeur, y compris dans cette manière de dire l'émancipation des femmes va passer pour elles par le refus de la loi du capital. Donc, elles s'organisent comment ? D'abord, elles se disent communeuses. Vous voyez là chez Pélagie d'Aubin, une lingère devant le conseil de guerre, elle dit voilà, je suis communeuse moi. Et être communeuse, c'est revendiquer justement le droit à participer à la vie commune de la cité, d'une part, et d'autre part, à considérer qu'il ne peut pas y avoir d'autre propriété qu'une propriété commune, en tout cas pour ce qui concerne les moyens de production, une propriété d'usage. Et donc, elle s'organise pour un travail des femmes complètement autonome de la loi du marché, de la loi du capital. On les voit en train de s'organiser par métier, par profession. Voilà, des doreuses, des plongeuses de châles, des culottières, etc. Le travail des femmes comme un travail qui doit être émancipateur, parce que sans patron, sans intermédiaire et sans exploiteur. Donc ça, c'est une œuvre fondamentale de la commune, avec ces femmes, comme Elisabeth Dimitrieff, comme Nathalie Lenel, qui revendiquent l'émancipation complète des femmes, mais aussi en tant que prolétaires. On les retrouve sur les barricades, on les retrouve dans la lutte armée aussi pendant toute la période de la Commune, d'ailleurs pas seulement pendant la semaine sanglante. Et d'ailleurs, certaines d'entre elles, et ici des citoyennes, je dis citoyennes, hein, elles vont revendiquer justement le fait de monter sur les barricades. Je pense que je vais faire autrement. Par exemple, si je m'assois comme ça, c'est beaucoup moins bien. Si je parle comme ça,
Voilà. Hein. Désolée, hein, là, ça sera... Sinon, on va être vraiment freiné dans notre élan. Donc, par exemple, voilà, André Léo, hein, qui insiste justement sur la place des femmes. Elle dit, croit-on pouvoir faire la révolution sans les femmes? Bon, ça fait 80 ans qu'on essaie et qu'on n'en vient pas à bout. Donc, pour elle, c'est très important de mettre ça en évidence. Et en même temps, pour elle, être citoyenne, bah, c'est pas mettre un bulletin de vote dans une urne. Donc, elles n'ont pas le droit de vote, contrairement à ce qu'on imagine parfois sur la Commune de Paris. Vous me dites si ça vous gêne que je sois assise comme ça? Non. N'hésitez pas, ça va? De toute façon, ce qui compte, c'est pas de me voir moi, c'est plutôt de les voir elles, donc c'est pas plus mal. Voilà, donc, par exemple, moi j'ai trouvé, en travaillant beaucoup sur la Commune de Paris, j'ai trouvé aucun texte, aucun manifeste de la part de femmes qui réclament le droit de vote pour les femmes. Parce que c'est pas ça pour elles, être citoyenne. Ça va bien au-delà. Et donc ces femmes, évidemment, elles vont subir une très grave répression. Ici, vous voyez Léontine Suétens et son arrêt de mort, sa condamnation à mort par le Conseil de guerre. Alors, bien sûr que quand on pense à la Commune de Paris, aux femmes et au féminisme, bah, c'est à Louise Michel qu'on pense. En réalité, Louise Michel, elle refusera toute sa vie de se dire féministe, même quand le mot va être forgé 11 ans plus tard, en 1882, par Hubertine Auclair. Parce que elle est... En fait, Louise Michel, elle considère que le féminisme, à son époque, à cette époque-là, quand il va se constituer dans les années 1880 comme tel, avec des associations qui vont se dire féministes, elle va considérer que c'est relativement bourgeois comme type d'association, surtout qu'on va le voir, beaucoup d'entre elles, mais pas toutes, luttent essentiellement pour le suffrage des femmes, et c'est pas la priorité de Louise Michel, parce que la priorité de Louise Michel, c'est d'avoir vraiment une autre république qu'une république qui est jugée par elle complètement oppressive. Et d'ailleurs, moi j'aime bien cette citation d'elle parce que je trouve que c'est très éloquent pour aujourd'hui, si on pense au président actuel. Elle dit « Notre république a des rois par milliers. Vous avez beau appeler cela de tous les noms possibles, ils sont les mêmes. Ce sont donc des empires autrement habillés. » Et puis elle dit aussi bah, liberté, égalité, fraternité, oui d'accord, mais enfin, faut maintenant la réalité de ces mots, partout inscrits et qui nulle part ne sont en pratique. Donc, elle est pour le droit des femmes. D'ailleurs, elle dit dans ce texte, « Gare pour le vieux monde, le jour où les femmes diront « c'est assez comme cela ». Elles ne lâchent pas, elles. En elles, s'est réfugiée la force, elles ne sont pas usées. Gare aux femmes. Oui, gare aux femmes, quand elles se lèveront, écœurées devant tout ce qui se passe. Ce jour-là, ce sera fini. Le monde nouveau commencera. Et donc, on se souvient évidemment beaucoup de la force de Louise Michel, jusque dans les manifestations, qui disent moins Jean-Michel Blanquer à l'époque, plus de Louise Michel. Bon, d'accord, c'est vrai. Mais pareil, elle, voilà, la question du droit de vote des femmes, c'est pas sa priorité. C'est pas non plus la priorité d'André Léo. Alors je vous montre ça. André Léo, donc je vous ai parlé tout à l'heure, qui était vraiment aussi qui a lutté sur les barricades. Hein. Et je vous montre ça pour le clin d'œil, parce que ça, c'est les archives de la préfecture de police. On retrouve des rapports de la sûreté générale sur elle. Évidemment, elle est traquée, elle fait de la prison. Heureusement, elle échappe à la peine capitale et à la déportation, à la différence de Louise Michel. Mais vous voyez, en fait, la police, la sûreté générale ne peut pas s'empêcher de l'appeler homme de lettres. André Léo, homme de lettres. Voilà. Alors j'en viens à un quatrième moment qui est le moment où les femmes vont être de plus en plus importantes dans les grèves ouvrières. Elles vont prendre la tête de nombreuses grèves, y compris pour demander les 8 heures. Les 8 heures, c'est une revendication qui est de l'ordre de l'existentiel. Les 8 heures, c'est évidemment, oui, réduire le temps de travail, mais c'est aussi avoir une autre existence qu'une existence aliénée, exploitée, opprimée. Et là, vous voyez en fait une représentation notamment justement de ces combats le 1er mai 1891 à Fourmies, où plusieurs jeunes femmes vont trouver la mort lors des affrontements avec les forces de l'ordre, qui va abattre vraiment certaines d'entre elles. Et donc ces femmes en tête de cortège, là on va vraiment commencer à les retrouver aussi sur les représentations de ces grèves, des grèves dans des secteurs qui sont très féminisés, les grèves dans voilà, dans le mouvement ouvrier, comme ici à Méru dans l'Oise. Voilà, j'ai agrandi un petit peu cette photographie, où ici, sur les cartes postales, on les voit vraiment. Et donc, qui va forger le terme de féministe au sens où on l'entend aujourd'hui? C'est Hubertine Auclair. Et Hubertine Auclair, c'est une socialiste.
Elle est aussi socialiste révolutionnaire. Donc, elle entend très bien ce que dit Louise Michel sur « Ah, mais moi, féministe ». Mais féministe, le terme de féministe, il est forgé à cette époque-là, par elle, parce que il avait commencé déjà ce mot à être utilisé dans des livres de médecine, dans une perspective complètement homophobe d'ailleurs, parce qu'en fait c'était censé désigner féministes, c'était des hommes qui prétendument n'étaient pas assez virils selon les codes patriarcaux, hétéronormés de l'époque bien sûr. Et donc en fait elle va, et c'est aussi par exemple quelqu'un comme Alexandre Dumas fils qui utilise le mot féministe dans cette acception-là est extrêmement suant de mépris sexiste et justement hétérosexiste. Et Hubertine Leclerc va faire ce qu'on appelle, et je n'utiliserai pas beaucoup de grands mots, mais celui-là, il est assez marrant, c'est une antiparastase. Une antiparastase, qu'est-ce que c'est en rhétorique? C'est quand on prend un mot qui est une insulte, tout à l'heure on en parlait à propos de maintenant antifa, c'est devenu apparemment une insulte dans certains milieux, voilà, c'est des antifas. Et bien donc, en fait, elle va dire féministe, ça m'intéresse, on va le reprendre, on va le retourner ce mot, on se le réapproprie de manière fière, on le possède en retournant sa signification. Donc Hubertine Leclerc, elle va pas hésiter à utiliser différentes tactiques pour imposer le droit des femmes, mais toujours dans une perspective socialiste. Alors d'un côté, elle va par exemple briser une urne lors d'une élection municipale à Paris, comme vous le voyez ici. Elle critique, et c'est pas une expression que j'ajoute, hein, c'est d'elle. Donc l'état masculiniste, ça vient de là, des années 1880 sous la plume d'Hubertine Leclerc. Elles critiquent évidemment, et elles sont très nombreuses, elles se mobilisent vraiment beaucoup contre le code civil, vous voyez un de leurs tracts, et elles parlent des embastillés du code bonapartiste, des exilés de la liberté. Donc parce que, comme je vous disais tout à l'heure, parce que le code bonapartiste, c'est une calamité pour les femmes. Ce que va dire aussi Hubertine Leclerc, c'est qu'elle est extrêmement subtile, Hubertine Leclerc, et elle est d'ailleurs marxiste, vraiment, et donc elle va avoir une dialectique matérialiste très intéressante. Elle va dire si vous me donnez pas mes droits de citoyenne, il n'y a aucune raison que je paye mes impôts. Donc là, par exemple, on voit comment elle attaque aussi au Conseil d'État sur la question des impôts, parce qu'elle va faire la grève des impôts. Elle dit, moi qui ne jouis pas de mes droits pour voter l'impôt, je jouirai de mes droits pour le payer. Non, mais ça va pas la tête en gros. Donc, plutôt mourir. Et donc, en fait, voilà, elles sont quelques-unes, alors ça reste rare évidemment comme action, mais à participer à ces grèves de l'impôt. À l'instar aussi de ce que fait Madeleine Pelletier, donc qui est une figure très impressionnante aussi du féminisme naissant dans ce début du XXe siècle. Madeleine Pelletier, qui elle va rompre complètement avec les codes justement hétéronormés, patriarcaux, et elle va vouloir, c'est finalement une personne queer avant la lettre complètement, et rejeter justement les assignations identitaires. Et elle est très spectaculaire, Madeleine Pelletier, pour plein de raisons, mais notamment pour la question du droit absolu pour les femmes à disposer librement de leur corps. Donc elle milite pour le droit à l'avortement, pour le droit à une sexualité libre, émancipée, quelle que soit cette sexualité, justement, ça c'est fondamental à ses yeux. Et c'est vraiment très impressionnant de lire ces textes-là, hein, qui ont plus de 120 ans, en fait, les textes de Madeleine Pelletier. Donc ça, c'est avant la Première Guerre mondiale, c'est au début du 19e siècle, dans les années 1900-1910. Et donc, une des rares marches féministes de cette époque qui va revendiquer le droit de vote, et vous comprenez un petit peu à l'allure de ces femmes que Louise Michel ne se reconnaissait pas forcément dans ces associations-là, mais elles ont quand même joué un rôle important. Mais c'est à la veille de la guerre, hein, elles réclament le droit de vote des femmes, et donc c'est une des très rares marches féministes en France, le 5 juillet 1914. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont aller, font un tout petit parcours. Elles disent, oh là là, il faut quand même être très prudente, on descend pas dans la rue en faisant oui, etc. Voilà. Donc elles veulent utiliser une tactique de la prudence qui sera très critiquée, par exemple, par Madeleine Pelletier. Et qu'est-ce qu'elles font? En fait, elles partent des Tuileries à Paris, donc, et puis elles vont à la statue Condorcet pour rendre hommage à Condorcet. Voilà, donc c'est quand même assez flagrant comme type de contradiction, parce que rare marche féministe qui va aller rendre hommage à un homme.
Et en plus, bon, je pense qu'elle ne connaissait pas Sophie de Condorcet, parce que sinon, c'est plutôt à elle qu'elle aurait pu rendre fémage. Bon. Et donc, rien à voir avec ce qui se passe en Angleterre, aux États-Unis à cette époque, avec les suffragettes, voilà, qui se mobilisent énormément, qui sont torturées en prison parce qu'elles font des grèves de la faim. Donc, comme vous voyez ici avec Sylvia Pankhurst, on va les forcer à manger en introduisant des tubes pour les gaver comme des oies dans leur bouche. Donc voilà ce que dit Sylvia Pankhurst. Je lutte encore. J'ai 4, 5, 6 surveillantes et 2 docteurs. Je suis nourrie par un tube stomacal 2 fois par jour. Il force ma bouche avec un instrument de métal. Je résiste tout le temps. Mes lèvres saignent toujours. J'ai peur qu'ils disent que nous ne résistons pas. Pourtant, mes épaules sont toutes meurtries pendant qu'ils tiennent le tube dans ma bouche. Et en fait, ces féministes, comme vous le savez, les suffragettes britanniques, mais aussi états-uniennes, ne vont pas hésiter à avoir recours à des dégradations matérielles, à s'en prendre à des bâtiments publics, à faire des sabotages. Elles veillent toujours à ce qu'aucune vie ne soit mise en danger, ni vie humaine, ni vie animale. Mais en fait, elles décident de passer à la vitesse supérieure, jusqu'à la mort de l'une d'entre elles, d'ailleurs, Minnie Davison, que vous voyez ici, qui, lors d'un derby, lors d'une course de chevaux avec un cheval royal, va se jeter sous les sabots de ce cheval et va agoniser pendant 2 jours et il essaie la vie. Donc il y a un énorme cortège féministe qui parcourt les rues de Londres donc en 1913. Et ça, c'est aussi des photographies prises aux États-Unis à la même époque avec les suffragettes. Donc là, c'est des dizaines et dizaines, voire centaines de milliers de personnes dans ces cortèges, des foules gigantesques avec des pratiques incroyables. Alors, comment on peut expliquer cette différence entre la France d'un côté, les États-Unis et le Royaume-Uni de l'autre, et justement, sans doute, par le lien des féministes avec le mouvement ouvrier dans les 2 cas, et singulièrement en Grande-Bretagne, où les syndicats, les travaillistes soutiennent complètement ces luttes féministes. Et je pense que ça peut être aussi lié aux pratiques religieuses, disons, ancrées. Parce que la France étant un pays catholique, une partie du mouvement ouvrier, du mouvement syndical, du mouvement de gauche, va considéré souvent comme un prétexte fallacieux en réalité, parce que c'est un prétexte qui masque mal la misogynie structurelle qu'on trouve dans ces milieux, et va considérer que si les femmes votent, eh bien elles voteront comme les curés le leur demandent supposément. Donc évidemment elle s'efforce de montrer que c'est pas du tout le cas, mais ça va très longtemps et c'est absolument effrayant de lire les débats, notamment au Sénat, mais à gauche, les débats sur la question du droit de vote des femmes. C'est monstrueux de masculinisme, de misogynie, de sexualisation des femmes. C'est vraiment justement infâme. Et donc les suffragettes britanniques et états-uniennes vont obtenir le droit de vote assez rapidement en 1918 et en 1920. Alors, on arrive à la période de la Première Guerre mondiale. Je vous rassure si vous avez besoin d'être rassuré. Là, je prends une voix plus douce. Je ne serai pas aussi longue pour la suite, mais il y a quand même des moments importants dont je vais vous parler. Mais il me semble que c'est aussi la période d'avant, c'est celle qu'on vient de voir, qui est peut-être parfois un peu moins connue dans l'histoire de nos luttes. Et notamment cette histoire pendant la Première Guerre mondiale, parce que les féministes sont très divisées, y compris les féministes révolutionnaires, ou en tout cas les féministes socialistes, parce qu'elles sont nombreuses, les féministes socialistes. Mais la majorité d'entre elles va rejoindre l'Union sacrée, en fait. L'Union sacrée, donc, avec une forme de bellicisme. Il n'y a pas véritablement de raison qu'elle se fasse autrement que les dirigeants socialistes de l'époque, qui vont constituer justement les gouvernements d'Union sacrée, qui vont participer à ces gouvernements. Mais quelques-unes, et c'est pour ça que je voulais les citer et montrer leur visage, elles ont mené une lutte incroyable, elles ont été bafouées, elles ont été humiliées, attaquées, traquées, arrêtées, interpellées, elles ont fait de la prison, elles ont été révoquées, licenciées, etc. Mais elles ont tenu bon dans leur internationalisme révolutionnaire, féministe, prolétarien. Donc c'est le cas par exemple de Nelly Roussel, c'est le cas aussi de Marcel Capy, tiens j'ai pas dit son nom, à droite, que vous voyez Marcel Capy,
Et donc Nelly Roussel, qui est, bon, si vous voulez, s'il y a une discussion à ce sujet, on pourra y revenir, mais c'est une figure exceptionnelle. Moi, en la lisant, je me disais, mais c'est incroyable, je suis d'accord avec chaque demi-ligne de Nelly Roussel, parce elle articule toutes les luttes avec une radicalité d'une très très grande justesse et dans les pires conditions, puisque voilà, pendant la Première Guerre mondiale, elles sont vraiment traquées. Elles soutiennent les grèves, parce qu'il y a beaucoup de grèves de femmes, comme vous le savez. Moi, j'aime pas du tout le mot de midinette à propos de ces couturières, de ces ouvrières de la couture, ou le terme de munitionnette qu'on utilisait aussi. Mais en fait, vous voyez, tous les suffixes en « ette », c'est toujours quand même des suffixes condescendants et des suffixes misogynes, parce que en fait, c'est comme si elles avaient des historiettes, quoi. C'est pas la grande histoire, c'est pas la vraie lutte. Alors que leur mobilisation, elle a été incroyable. Et c'est des dizaines et des dizaines de milliers de femmes qui se sont mobilisées dans différents secteurs. Et alors, on ne le voit pas parce qu'on n'a pas de photographie, mais des secteurs aussi de l'industrie métallurgique, sidérurgique, de l'industrie d'armement. Et ça a été considérable et ça fait vraiment peur au patronat. Et parmi ces féministes socialistes révolutionnaires, internationalistes qui gardent des contacts avec ses sœurs de lutte en Allemagne, en Autriche. Il y a l'institutrice Hélène Brion que vous voyez là lors de son procès, parce qu'elle va être condamnée à de la prison pour avoir justement soutenu des positions qui étaient jugées défaitistes et donc traîtresses à la patrie. Donc elle va être révoquée aussi de son poste d'institutrice. Alors j'en arrive à la période suivante de l'après-guerre, où là, justement, les féministes, elles vont essayer de passer à la vitesse supérieure, mais avec assez peu de succès. Donc elles vont essayer de trouver, tout à l'heure je disais, elles ont toujours de l'humour, elles sont joyeuses, voilà, même dans des sujets graves évidemment, mais elles essayent de trouver des actions qui montrent aussi que ces féministes, non, c'est pas des hargneuses comme on essaye, comme les misogynes essaient de les représenter, c'est pas des femmes qui seraient revêches, pain-bêches, etc. Parce qu'évidemment, tout ça leur colle à la peau. Donc, elles ont beaucoup d'humour et elles vont parcourir le pays, par exemple ici, pour aller rencontrer des femmes de toutes conditions sociales et en particulier des femmes paysannes, des femmes prolétaires. Et elles vont aussi, pour les convaincre du droit des femmes, elles vont coller des affiches un peu partout, sur les rues, dans les rues, sur les chemins, dans les campagnes, où on voit Napoléon, une sorte de Napoléon Kakoshim, avec le code civil qui vraiment n'a plus lieu d'être à leurs yeux, donc une espèce de vieillard et en même temps complètement infantile avec ses hochets militaires. Donc elles sont très actives justement dans les mobilisations et très auto-organisées. Ça c'est un mot-clé, vous l'aurez compris, hein, l'autonomie, l'indépendance, l'auto-organisation. Elles veulent faire les choses par elles-mêmes. Elles ne veulent pas que des hommes, par exemple, collent leurs affiches ou distribuent leurs tracts ou rédigent leurs manifestes. Ça c'est évidemment hors de question. Donc voilà, on les voit avec des espèces de chars d'assaut ici pour réclamer les droits des femmes et notamment le droit de vote des femmes. Et en articulation avec les luttes ouvrières, et notamment les luttes ouvrières des femmes. Alors c'est le cas bien sûr des sardinières de Douarnenez, qui ont joué un rôle majeur parce que leurs conditions d'exploitation étaient vraiment monstrueuses. Bon, je pense que vous les connaissez. On se demande comment elles parvenaient à survivre au quotidien, étant donné leurs conditions d'existence et de travail. Mais là où on est vraiment très très impressionné, c'est par la détermination, la longueur, la ténacité de leur lutte, et le fait qu'elles mènent cette lutte et qu'elles sont des milliers à chanter l'international, alors que avant la mobilisation, c'était pas du tout ce milieu-là, c'était pas le milieu internationaliste organisé du côté du mouvement ouvrier, pas du tout. Et en fait, ce qui est aussi très très spectaculaire. Donc moi, par exemple, dans le livre, je parle en particulier de la jeune femme Alexia Poquet, qui est la deuxième en partant en bas, en partant de la droite. Alexia Poquet, bon, voilà, elle fait partie de ces femmes à qui j'avais envie de rendre leur nom, de rendre leurs projets, leurs espoirs, leur combativité. Et elles font quoi? Elles s'organisent en comité de grève, avec des délégués mandatés qui vont aller en délégation à Paris, ministère du Travail, etc. Donc elles sont très organisées aussi, avec un principe de lutte de classe fondé sur justement un comité de grève élu et très démocratique, et qui ne soit pas uniquement sous le prisme de syndicalisme.
je passe là-dessus. Et donc, du coup, c'est normal qu'on retrouve ces femmes très, très mobilisées aussi sous le Front populaire, avec parfois des manifestations. Tout à l'heure, tu parlais, je crois, Anaïs, des femmes de chambre de l'Ibis Batignolles, sur lesquelles je reviendrai pour conclure. Mais justement, femmes de ménage syndiquées, on les voit ici dans les cortèges du Front populaire, et elles y sont très, très présentes. Et cette photographie, je la trouve assez exceptionnelle, puisque c'est une marche du Front populaire à Alger, où on voit des femmes musulmanes qui sont à la fois voilées et tendant le poing. Et comme vous le savez, bon là, moi je suis en train justement de travailler sur le Front populaire, je suis plongée jusqu'au cou dans les archives du Front populaire. C'est compliqué, c'est un autre sujet, on ne va pas forcément y venir maintenant. C'est l'histoire quand même d'une déception et d'une désillusion. Et bon, en l'occurrence, sur la question du colonialisme, le Front populaire n'a pas particulièrement brillé, puisque, voilà, non seulement il n'y a pas du tout de perspective d'indépendance anticoloniale, mais il y a même la dissolution d'organisations luttant pour l'indépendance de l'Algérie, comme l'Étoile nord-africaine. Bon. Alors, ça, parler de Martha Desrumaux, ça me permet de faire la transition vers la Seconde Guerre mondiale. Martha Desrumaux, c'est une de ces ouvrières incroyables qu'on voit ici en meeting. Là, c'est dans des archives de la préfecture de police parce qu'elle est traquée, etc. Elle s'est syndiquée à la CGT, c'était une ouvrière des filatures du Nord, et elle a commencé à travailler à l'âge de 9 ans. Et elle s'est syndiquée à la CGT à l'âge de 13 ans. Et voilà, elle a un parcours exceptionnel, très présente sous le Front populaire, justement, mais aussi dans la résistance. Et donc, ça me permet justement de dire quelques mots sur la résistance des femmes d'une guerre à l'autre, en fait, de la Seconde Guerre mondiale à la guerre d'indépendance algérienne. Alors là, c'est une œuvre justement qu'on a en prêt à Angers pour cette exposition dont je vous parlais pour commencer, que je trouve, je pense que c'est vraiment une œuvre exceptionnelle, alors pas pour sa qualité artistique ou esthétique, mais pour ce qu'elle représente. Elle est réalisée, c'est une mosaïque réalisée par des femmes, des ouvrières du textile, du Pas-de-Calais, près de Montigny en Goële. Elles viennent participer à la grève des mineurs qui a lieu au printemps 1941. Dans un Nord et un Pas-de-Calais qui sont annexés par l'Allemagne nazie, pas seulement occupés, mais annexés. Et donc, elles ont face à elles des troupes allemandes sous la botte nazie, donc, et elles opposent leur corps face aux fusils et aux baïonnettes. Et donc, la question du corps, vous l'aurez compris, elle est systématiquement posée dans ces luttes. Parmi elles, il y a cette femme, et comme vous l'aurez compris, j'avais envie ce soir de restituer certaines de leurs identités, de donner des noms à celles qui ont disparu sous les méandres de l'oubli. Émilienne Mopti, donc c'est une ouvrière du textile dans le Pas-de-Calais, et justement une femme de mineur aussi, fille de mineur, et elle va soutenir cette lutte, elle va rentrer dans la résistance, dans des réseaux, notamment dans des maquis. Et donc là, ce que vous voyez là, c'est ce que j'ai retrouvé notamment dans les archives de la Feldkommandantur dans le Nord, parce qu'elle est traquée. Donc c'est sa photo d'identité qu'on retrouve. C'est évidemment extrêmement bouleversant parce que le préfet du Nord et puis la Feldkommandantur diffusent cette photographie pour essayer de l'arrêter. Et de fait, la Gestapo va finir par réussir à la trouver lors d'une opération de résistance. Donc elle est arrêtée, déportée en Allemagne. On est en juin 1943 et elle finit dans des conditions les plus tragiques qui soient, parce qu'elle va être exécutée à Cologne le 18 juin 1943, exécutée à la hache, décapitée à la hache. Émilienne Mopti. Donc c'est important de citer le nom de certaines de ces femmes mobilisées. Ces femmes, elles sont aussi à nouveau présentes sur les barricades. On l'oublie. Moi, ça m'intéresse de voir un peu la libération comme une révolution. On n'en parle jamais comme ça, mais vous voyez, il y avait plein de comités prolétaires, de comités de résistance prolétarienne organisés. Il y avait des barricades, c'était un véritable soulèvement populaire, et elles étaient vraiment, elles, très présentes sur les barricades, avec ce genre de photographie importante aussi pour restituer leur combat. Quand on pense au FTP, MOI, les francs-tireurs partisans, main-d'œuvre ouvrière immigrée, forcément on pense à la Fiche Rouge, au groupe Manouchian, etc. Mais on pense rarement à ces femmes qui ont participé aussi au FTP-MOI, comme ça a été le cas de Julia Pirotte qui prend cette photographie lors de la libération de Marseille, elle-même une résistante juive polonaise engagée dans la FTP.
Et ça m'invite à parler du fait que ces résistances, elles se sont poursuivies d'une autre manière, notamment dans une perspective de décolonisation. Comme on le sait, le 8 mai 1945, tout à l'heure je parlais avec une personne qui est née à Sétif. Le 8 mai 1945, c'est évidemment à la fois la capitulation allemande et l'autre 8 mai de Sétif, Guelma et Kherrata, merci beaucoup Anaïs, de Sétif, Guelma et Kherrata, avec une répression monstrueuse, sans doute 1200 victimes de la répression coloniale, ce qui va conduire à évidemment des luttes pour l'indépendance de l'Algérie qui seront elles-mêmes réprimées dans le sang, cette fameuse marche du 17 octobre 1961. Et là aussi, je voulais citer le nom de l'une d'entre elles, parce que on n'a pas forcément en tête que des femmes étaient très présentes dans ces cortèges du 17 octobre 61, réprimés avec 200, 300 victimes peut-être, et notamment l'une d'entre elles qui avait 15 ans, Fatima Bédar, qu'on a retrouvée avec tous ces autres corps de personnes qui ont été noyées sous l'effet de la répression policière, avec une responsabilité directe de De Gaulle, de Michel Debré et pas seulement de Maurice Papon. Mais ce qu'on sait moins encore, c'est pas seulement la participation de ces femmes algériennes militantes pour l'indépendance de l'Algérie le 17 octobre, mais c'est qu'elles sont retournées dans les rues les jours suivants, notamment le 20 octobre 1961. Et là, vous les voyez arrêtées par la police. Elles sont revenues d'une part pour demander où étaient les disparus, bien évidemment, parce qu'il y avait des centaines et des centaines de personnes qui avaient disparu, mais aussi pour réclamer l'indépendance de l'Algérie. Donc ça, ce sont des documents vraiment exceptionnels. Évidemment, bon, voilà, guerre d'Algérie suivie par mai-juin 68, où le souvenir de la guerre d'Algérie, le souvenir de ces manifestations réprimées, comme celle de Charonne aussi, va être très présent. Et bon, je ne vais pas revenir trop longuement, parce que c'est une période pour qu'on puisse discuter. Donc, j'ai encore quelques images à vous montrer, mais je vais être peut-être un peu plus rapide, parce que vous connaissez davantage cette période, parfois vous l'avez vécue. 68, c'est un mouvement incroyable, une grève générale, 10 millions de personnes qui ont bloqué le pays. Mais ce n'est pas juste un moment joyeux, sympathique, plein d'humour. Bon, il y a des occupations, c'est très important. C'est aussi un mouvement réprimé, et gravement réprimé pour ce qui concerne les femmes, qui ont été les victimes privilégiées, si j'ose dire, les cibles privilégiées de la répression, comme vous le voyez sur cette photographie. Et puis cette extraordinaire mobilisation d'occupation des usines, d'occupation des lieux de travail, où les femmes n'hésitent pas à planter des tentes dans leur usine, à faire des sit-ins dans leur usine, à organiser des bals également. Donc il ne faut pas du tout oublier l'importance de ces femmes dans tous les secteurs, y compris parmi celles, on connaît en général ces images de la reprise du travail aux usines Wonder à Saint-Ouen, l'usine des piles Wonder, avec cette femme Jocelyne qui proteste, qui dit qu'elle ne retournera pas dans cette tôle, et qui proteste y compris contre le militant du PC et le militant le syndicaliste de la CGT qui lui disent non mais ça va aller quand même, voilà, bon. Alors bon, je vous montre quand même juste cette affiche gaulliste quand il y a la réaction contre la grève générale avec occupation. Une affiche qui prétend que les femmes, elles vont permettre la reprise du travail, alors qu'en fait, elles sont tout aussi mobilisées que les hommes dans la grève et les occupations. Donc voilà ce que dit cette affiche, et là, il faut prendre une voix douce, justement. Les femmes de France lancent un appel solennel afin que chacune fasse entendre sa voix. La voix du bon sens, du courage, de l'amour, contre celle du désordre et de la haine. Unissons-nous pour la raison et pour la paix, dans le calme et le travail. Voilà, donc je pense que c'est comme ça qu'il faut le dire. Donc en fait, voilà, ça c'est vraiment typique de ces codes de genre qui ont été complètement renversés dans toute l'histoire que je viens de vous raconter au cours de cette période, mais cette idée que le pouvoir en place va prétendre s'appuyer sur les femmes pour faire reprendre le travail, ce qui est évidemment complètement fallacieux. Et j'en arrive à la période la plus récente. Évidemment, les mobilisations du mouvement de libération des femmes, il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Il faut se rappeler qu'elle n'était même pas 10 lors de cette journée d'août 1970. Ce qui m'importe dans ces affiches, notamment, c'est toujours cette idée qu'on va s'organiser à la base. On va s'organiser dans les usines, dans les quartiers, dans les universités, créer des comités, y compris quand il y a la loi Veil qui légalise l'avortement, mais avec quand même plein de limites. C'est pas pour les mineurs, c'est pas pour les femmes étrangères. Et donc, c'est s'organiser pour que non seulement la loi soit véritablement mise en place, que vous voyez avec des comités de contrôle,
mais aussi l'idée qu'il faut réclamer l'avortement libre et gratuit pour toutes, et notamment sans aucune discrimination liée à la xénophobie et au racisme. Et donc ça, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais c'est vraiment, voilà, on ne mendie pas un juste droit. On est légitime, y compris face à la loi. Notre bon droit prime la loi, donc on ne mendie pas un juste droit, on se bat pour lui. Avec plein d'humour aussi, voilà, je ne veux plus pondre, se moquer de la fête des mères, voilà, ironiser sur cette fête-là, et puis créer justement les symboles du féminisme contemporain. Mais comme vous le savez, évidemment, on parle aujourd'hui d'un mot qui n'existait pas à cette époque, mais finalement, ces luttes, elles étaient parfois intersectionnelles, mais avec beaucoup d'interpellations de femmes, de féministes, qui interpellent parfois tout simplement les féministes blanches en leur disant « Attention à ne pas négliger le fait que vous-même, vous pouvez parfois reproduire des dominations, reproduire des oppressions. » Et donc, cette autonomie, elle se produit aussi dans certains secteurs, comme le secteur de l'entremêlement entre les luttes sociales, les luttes féministes et les luttes antiracistes, comme vous le voyez ici, avec la constitution d'organisations spécifiques, ici aux femmes algériennes, et aussi aux femmes noires, avec ce livre absolument fondamental de celle qui était à cette époque une étudiante sénégalaise, Awa Thiam, avec La parole aux négresses, qui va montrer la nécessité justement d'interpeller des courants féministes à l'époque majoritaires pour souligner justement la nécessité aussi de ne pas négliger les luttes anticoloniales et antiracistes. Et donc ça va se produire aussi sous la forme de coordination, la coordination des femmes noires au début des années 80. Et elles disent notamment, nous femmes noires, déclarons que nous sommes en lutte contre toute forme de racisme, de ségrégation, de structures qui cautionnent le meurtre, contre l'impérialisme, le pouvoir patriarcal et tout ce qui se pratique comme torture sur notre corps et notre pensée. Et donc c'est aussi le moment très intersectionnel justement avant le mot où va se produire aussi, se déployer une pensée qui va lutter non seulement contre le patriarcat mais contre toutes les formes d'hétéronormativité, toutes les formes de codification sur l'orientation sexuelle et le genre. Et donc bien sûr que ici il s'agit de citer Monique Wittig, y compris dans cette provocation, dans la phrase qui est assez provocatrice dans La pensée straight, où elle dit « lesbiennes ne sont pas des femmes ». Les lesbiennes ne sont pas des femmes, donc c'est évidemment extrêmement puissant comme formulation, parce que ça signifie que, en fait, il faut rompre avec la bicatégorisation homme-femme qui, justement, structure et régit toutes les sociétés, et donc briser cela, donc peut-être par un lesbianisme radical et révolutionnaire, échapper non pas à une condition féminine, mais échapper justement à l'oppression des femmes. Et c'est aussi dans les années 80, que les grandes luttes, parce que souvent on se dit, ah oui, les années 80, ça a été des moments plutôt de recul du féminisme, voilà. Mais en réalité, il faut penser à toutes ces femmes, et peut-être que vous faites partie de ces femmes, et je pense qu'il y a beaucoup de gratitude à avoir par rapport à la ténacité de ces luttes qui étaient difficiles à mener dans les années 80, parce qu'il y avait beaucoup le sentiment que, voilà, il y avait des reculs sur plein de domaines, mais ce sont ces femmes justement qui se sont beaucoup mobilisées contre les violences faites aux femmes, contre le viol, qui ont organisé bien sûr des 8 mars, mais qui ont organisé aussi des marches de nuit, les premières marches de nuit à la suite de viols, à la suite de ce qu'on nommerait aujourd'hui les féminicides, c'est un mot qui n'existait pas à cette époque, mais des marches de nuit pour conjurer la porte, pour reprendre la rue, pour reprendre l'espace public contre justement les agressions et le harcèlement sexuel. Et puis de grandes luttes de femmes, de grandes luttes très organisées. 1988, c'est le grand mouvement national des infirmières, avec cette forme-là aussi très spécifique. Je vous rassure, je vais bientôt m'arrêter. Ça fait plusieurs fois que je dis ça. Allez, voilà, avec la coordination des infirmières. Et voilà, et donc je vais m'arrêter vraiment sur quelques images de nos luttes plus contemporaines, en soulignant l'importance aussi de la place des femmes dans le mouvement des Gilets jaunes. J'aime bien, oui, dans quel monde vit-on? Oui, c'est pas mal trouvé quand même. Voilà, Mon corps m'appartient. Chez les Gilets jaunes aussi, les femmes ont pris la parole en tant que telles. Ni les femmes, ni la terre ne sont des territoires de conquête, ce qui est une manière aussi de faire place au féminisme, notamment latino-américain, puisque c'est de là que vient la formule, et à l'écoféminisme aussi, le lien entre
la lutte contre la prédation du vivant et contre les violences faites aux femmes. Donc ces femmes, eh ben, voilà, on les retrouve au quotidien dans ces mobilisations, avec des effets d'écho d'une photographie à l'autre par-delà le temps. Et puis, cette dimension intersectionnelle, voilà, on voit que l'histoire, elle est toujours présente d'une manière ou d'une autre. Ici, dans ce collectif des féministes indigènes, bah oui, il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme, mais aussi plus inconnu que la femme du soldat inconnu, le tirailleur, et plus inconnu que le tirailleur lui-même, sa femme. Donc, voilà, ça me paraît aussi très symbolique de cette idée que la révolution féministe sera intersectionnelle ou ne sera pas. Et peut-être que je vais m'arrêter sur cette image-là, voilà, pour qu'on puisse discuter. C'est trop là. Quel duo pour construire ça.